Tiens, bonjour à tous, je ne vous avais pas vu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, ça vous le savez. Et on va pas parler de n'importe quelle sortie aujourd'hui, non, on va parler d'une adaptation. On a déjà parlé sur la chaîne récemment d'adaptation de jeux vidéo, puisqu'on a parlé du film Mario, et qu'on était déjà en tenue thématique. Et bien cette fois-ci on se retrouve pour parler d'un jeu de société, enfin un jeu de société c'est un abus de langage, c'est un jeu de rôle, c'est le jeu de rôle originel, connu par tous les gens qui sont rôlistes comme on dit, c'est-à-dire qui jouent à des jeux de rôle, et par tout geek qui a eu une enfance entre les années 80 et les années 2000 je pense. C'est le jeu et donc le film qui l'adapte, Donjons et Dragons. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en allant voir le film, j'ai vu toutes les bandes annonces, et je ne savais pas dire à ce moment-là si ça avait l'air fun et stylé, et donc super cool, ou nul et cheap, et donc pas super cool. Mais c'est dans cette vidéo que nous allons trancher le sujet. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Donjons et Dragons, le film, avec mes lunettes, c'est mieux, est une adaptation donc du fameux JDR. Le film est sorti le 12 avril 2023, c'est-à-dire mercredi dernier. Il dure 2h14, qui est quand même une durée assez conséquente, mais une durée classique pour les films d'aujourd'hui, notamment les blockbusters. Et c'est donc un film de type fantasy ou heroic fantasy, aventure et action. À la réalisation de ce film, nous avons deux réalisateurs américains, John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, mais pas vraiment sur des films aussi ambitieux et pas vraiment sur des films d'heroic fantasy. Ils sont ainsi connus pour des films de comédie un peu légères, comme en 2005 pour leur film Service non compris, ou en 2015 pour le film Vacation, et la dernière collaboration c'était en 2018 avec le film Game Night. Sinon, indépendamment l'un de l'autre, donc en dehors de leur duo, ils ont également produit des films et séries. John Francis Daley est notamment derrière la série Bones, dans laquelle il est également acteur, tandis que Jonathan Goldstein est derrière les films Comment tuer son boss, qui sont là encore des comédies assez légères, notamment avec Jennifer Aniston. Donc j'avoue que si j'avais dû personnellement parier sur un choix de réal pour un film d'heroic fantasy et d'un univers aussi classique de l'heroic fantasy que l'univers de Donjons et Dragons, c'est pas vraiment vers des réalisateurs de comédie légère que je me serais tournée. Après il faut savoir que le jeu de rôle Donjons et Dragons a un aspect comique dans ses règles de base et dans la façon dont il peut être joué. Un comique de type second degré où le jeu ne se prend pas toujours forcément très au sérieux. Après ça dépend évidemment de votre style de jeu. Donc de ce côté-là ça se rejoint, mais c'est vrai que pour le côté heroic fantasy, c'est le premier film de ce genre qu'ils produisent. Et le genre de ce jeu, on va quand même revenir dessus parce que tout le monde connaît pas forcément les JDR, donc les jeux de rôle, et tout le monde n'a pas forcément déjà fait une partie de Donjons et Dragons. Moi ça remonte à il y a très longtemps, j'en ai fait quelques-unes durant mon adolescence, mais c'est plus quelque chose auquel je m'adonne aujourd'hui. Mais le concept de base, donc Dungeons and Dragons ou Donjons et Dragons en français, ou D&D si vous l'abrégez comme c'est souvent le cas de la même façon qu'on abrège jeu de rôle, c'est un jeu de rôle dit sur table, dans un univers médiéval fantastique ou plus largement heroic fantasy. Le jeu il a été fondé en 1970 et c'était le tout premier jeu de rôle sur table où on créait sa petite carte personnage, où on avait un maître du jeu qui nous racontait une histoire, généralement qui montait sa propre histoire. Alors il y avait un jeu de base mais ensuite tu peux broder, et le maître du jeu qu'on appelle le MJ, il y a beaucoup d'abréviations dans le monde du JDR, donc le maître du jeu qu'on appelle le MJ, c'est lui qui peut monter sa petite histoire, c'est lui qui fait arriver les événements etc. Et les différents joueurs avec la différente carte personnage évoluent dans l'univers de Donjons et Dragons, lancent des dés pour déterminer si leurs actions aboutissent ou pas, le tout dans des parties qui sont généralement extrêmement longues. La référence la plus moderne et on va dire la plus grand public que je pourrais vous donner du JDR actuellement, c'est dans la série Stranger Things, puisque dans la saison 1, les personnages, donc les jeunes garçons, là le groupe des garçons, s'adonnent au JDR, donc ils font des parties dans la cave de l'un d'eux, il y en a un qui joue le maître du jeu, ils ont des costumes etc. Et c'est vraiment ça l'idée du JDR, c'est quelque chose d'assez sympathique, entre amis, avec un petit côté un petit peu communautaire, un petit côté costume qui est toujours sympathique, en tout cas moi qui fait vibrer ma corde sensible, vous vous en doutez. Et c'est surtout un jeu qui est iconique des années 80, pas forcément pour les gens qui y jouaient, mais pour les polémiques qu'il y a eu autour, puisque de nombreux milieux chrétiens traditionnalistes américains avaient désigné ce jeu comme le jeu du diable, le jeu de l'invocation du démon, parce qu'effectivement il y avait des histoires de monstres etc. dedans, et qu'il y avait eu toute une polémique derrière les rôlistes, qu'évoque d'ailleurs la série Stranger Things, notamment autour du personnage de Eddie. Depuis les années 70-80, le jeu a beaucoup évolué, de par l'usage déjà, mais aussi parce qu'il y a eu de nombreuses extensions aux règles originelles. On a même eu des personnages en plus. Les personnages de base, il y avait 3 classes. C'est les classes de base, c'est-à-dire le magicien, le guerrier et le prêtre, auquel s'est rajouté le thief, donc le voleur,
qui va être le sujet central du film aujourd'hui, le paladin, le druide et le moine. Je crois maintenant aujourd'hui qu'il y en a encore plus. Moi personnellement à l'époque je jouais un elfe noir de type assassin, je crois pas qu'il fasse partie des règles originales mais de toute façon en fonction du groupe en fait de joueurs que vous intégrez, il y en a qui sont très traditionnalistes, enfin très classiques et qui jouent avec les règles de base du jeu, mais d'une manière générale le jeu peut aisément évoluer de par notamment la prépondérance du MJ, donc du maître du jeu, et aussi parce que c'est un jeu qui est un petit peu ouvert à toute possibilité à partir du moment où tu es acteur toi-même de l'histoire, tu es acteur toi-même de ton personnage. Moi à l'époque j'avais joué avec des amis, on était très libre sur les choix de nos personnages, on était très libre sur les aventures, c'était très souvent n'importe quoi, et c'est de là notamment que me vient mon habitude de l'expression TGCM qui signifie ta gueule c'est magie, que j'utilise très souvent quand je parle du MCU, c'est fort curieux, mais qui vient du monde du JDR, puisque en gros quand on conteste le MJ ou quand on dit que des événements improbables arrivent au cours de la partie, le MJ nous répond tais-toi c'est la magie. Mais vous allez me dire comment adapter des règles du jeu aussi fluides et un univers qui est un univers de jeu sur table et de jeu de rôle sur table dans un film. La problématique est presque aussi compliquée que celle qu'on a déjà évoquée pour les jeux Mario, parce que là on est sur un univers qui est très libre et qui a énormément évolué avec le temps. Ici au niveau du choix de scénario qui a été fait, on va suivre un groupe d'aventuriers comme c'est souvent le cas au début d'un JDR. Parmi eux on retrouve différentes classes, un paladin, un magicien, une métamorphe ainsi qu'une combattante, une guerrière, et ce petit groupe part de façon assez classique en quête d'un trésor dans un donjon, c'est-à-dire dans un château, dans une zone qui est gardée. Cependant les choses tournent mal pour nos héros, nos aventuriers, et ils se retrouvent en prison, prêts à tout pour regagner leur liberté, retrouver leur famille et évidemment redorer leur honneur. Voilà un petit peu le synopsis de base, assez classique il faut le dire, du film. S'ajoute à cela des mages rouges, maléfiques magiciens, des châteaux, des richesses, des aventures, quelques quêtes plus ou moins fructueuses, et évidemment des petites chansons à la guitare. Pour incarner nos différents aventuriers, on retrouve au casting Chris Pine. Chris Pine, vous l'avez vu notamment dans les films Wonder Woman, le premier qui est sorti en 2017, et le terrible Wonder Woman 1984 qui est sorti en 2020. Il était également l'année dernière dans un film que j'avais plutôt apprécié qui était le film Don't Worry Darling, je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez en savoir plus, et c'était également lui qui était le héros des nouveaux films Star Trek dont le premier sorti en 2009. À ses côtés, nous avons Michelle Rodriguez, qui est l'un des visages de la saga Fast and Furious. Je crois que le 10, enfin Fast and Furious X, que je suppose être le 10, sort très bientôt au cinéma. C'est le premier qui m'intrigue depuis fort longtemps, je vous avoue que je crois que je me suis arrêtée au 5 ou au 6, mais elle c'est vraiment l'un des visages iconiques de la saga. Mais elle est également l'audacieuse conductrice des hélicoptères dans la saga Avatar, et elle a fait une apparition dans le film Resident Evil. On poursuit avec Sophia Lillis qui s'est fait connaître grâce à la série de films Ça, ainsi que dans la malencontreuse reprise du mythe d'Hansel et Gretel qui est sortie en 2020, qui m'a pas du tout convaincue, j'en ai quasiment plus aucun souvenir alors que ça fait à peine 3 ans, c'est vraiment dommage. Et elle est en duo avec Justice Smith qu'on a notamment pu voir dans Jurassic World 2, le moins pire de toute la post-logie Jurassic World, et qui était également dans Détective Pikachu dont on a parlé très récemment puisqu'on a évoqué le film dans ma vidéo sur Mario la semaine dernière. On continue avec une figure des films de romance qui est Hugh Grant. Hugh Grant c'est évidemment Love Actually. Il était également dans Coup de foudre à Notting Hill ainsi que dans le journal de Bridget Jones. C'est vraiment le bourreau des cœurs par excellence. Et dans la famille des bourreaux des cœurs, on retrouve aussi René Jean Page qui jouait le beau gosse dans la série Bridgerton sur Netflix. Et qui a d'ailleurs également fait une apparition dans le film The Grey Man dont on avait parlé sur la chaîne qui était pas transcendant mais où il essayait de sortir un petit peu de son rôle, comme c'est encore le cas dans ce film-là. Et je clôture le casting avec Chloé Coleman. Je voulais absolument vous en parler parce que Chloé Coleman, elle était à l'affiche il y a à peine quelques semaines du film 65 La Terre d'avant, qui avait été une énorme déception. Je trouve quand même que pour elle, qui a une carrière plutôt naissante, faire d'abord un film avec Adam Driver et ensuite ici un film plutôt une grosse production d'Heroic Fantasy avec Chris Pine notamment et d'autres figures du cinéma qui sont déjà connues, je trouve quand même que malgré l'échec de 65 La Terre d'avant, sa carrière semble quand même vachement bien lancée et c'est plutôt encourageant pour elle. Voilà pour la présentation du film, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Rentrons donc dès à présent dans le vif du sujet. J'ai eu énormément de mal à filmer mon avis pour ce film. Je vais être complètement honnête avec vous, c'est la 4e fois que je me pose devant ma caméra pour essayer de savoir comment vous parler de ce film et comment traduire ce que j'ai ressenti ou pas ressenti pour le coup en allant voir le film. Je voulais suivre le plan habituel que j'ai sur la chaîne, c'est-à-dire d'abord vous parler de la photographie, des effets spéciaux, de la musique, de la VO, etc. Puis rentrer plus largement dans le message du film ou dans sa place et son intérêt actuellement au cinéma. Mais en fait ce plan ne s'applique pas du tout simplement parce que pour chacune des catégories, que ce soit la photographie, que ce soit les lumières, que ce soit les costumes, que ce soit les effets spéciaux ou que ce soit la musique, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, ça fait le taf mais c'est sans plus. C'est hyper triste parce que dans l'absolu, j'ai pas du tout passé un mauvais moment devant ce film. Honnêtement, c'était
sympathique, c'était entraînant, c'était très héroïque fantastique, un peu médiéval. Franchement, c'était pas du tout une mauvaise expérience. Mais le film a zéro ambition. C'est-à-dire qu'il ne fait que le taf minimum pour que ce soit mignonné, pour que ce soit joli, pour que ce soit pas moche à l'œil. Mais ça s'arrête là. Je vais faire du coup les catégories habituelles très rapidement. Parlons tout d'abord de la photo. La photo, c'est très vu, revu, déjà vu, fonctionnel, utilitaire même, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire ça fait le taf, ça rend le service que c'est censé te rendre, tu suis tes personnages d'un moment à un autre, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan waouh. J'essaye de me souvenir, il n'y a pas un plan, il n'y a pas une lumière, il n'y a pas une idée de mise en scène qui m'a bluffé. Il n'y a pas une scène qui m'a particulièrement estomaquée. J'ai pas du tout le sentiment que artistiquement, au niveau de la photographie, de la façon dont ils ont posé leur caméra, la façon dont ils ont géré leur lumière, la façon dont ils ont géré leur colorimétrie, il y avait quelque chose à dire d'autre que faire simplement un film utilitaire et efficace. Alors, c'est pas un mal, du coup, effectivement, le film marche, mais c'est utilitaire et efficace. Les effets spéciaux, pareil, ils sont super propres. Dans l'absolu, j'ai rien à dire, ils sont pas moches. Je pense à la transformation de la métamorphe, surtout la toute première transformation, c'est-à-dire la transformation en ours hibou, là, que j'ai trouvé un peu original, un peu sympathique. Ça passe très crème. Franchement, c'est efficace, utilitaire, ça fait le taf. Mais à part, et je crois que c'est la seule scène que je vais sauver et qui m'a vraiment marqué, à part ce qu'ils ont fait autour du miroir que j'ai trouvé un peu original et un peu sympa, notamment avec le moment où la caméra se renverse comme ça, à part ce moment-là, là encore, on fait juste le taf. Le combat final avec les espèces de mains, je vous en dis pas plus, si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle, c'est bien, hein, c'est très sympa, c'est clean. Je vois pas les ficelles, je vois pas les fonds verts, voilà, c'est pas immonde, mais j'ai eu l'impression de voir un peu tout ce que je vois tout le temps en fait. J'ai eu l'impression que je pourrais être dans le Grishaverse de Netflix, que je pourrais être dans du The Witcher, que je pourrais être dans du MCU même par moment, même si le MCU a pas une tendance héroïque fantasy, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça fait le taf, les effets numériques sont là, ils sont bien faits, les gens qui bossent sur le numérique ont fait leur travail, mais on dirait que là-dedans, personne n'avait réellement d'idée, à part une scène, la scène du miroir. Les costumes. Oh, les costumes c'est pareil. C'est-à-dire que vraiment je me répète à chaque fois, c'est utilitaire, ça fait le taf. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul costume où quand j'y repense, il y avait vraiment une originalité, quelque chose comme ça. Par exemple, prenons le film Cruella, là, que Disney a fait, où ils reviennent sur l'enfance de Cruella. J'ai pas trouvé le film absolument exceptionnel. Même si Emma Stone, il faut le dire, on aime bien Emma Stone. Voilà, ça s'arrête là. Par contre, quand je pense à ce film que pourtant j'ai pas trouvé ouf dingue et que je pense je n'aurais pas très envie de revoir, je me rappelle que les costumes sont dingues. Pareil, le film La Belle et la Bête, le film français La Belle et la Bête, avec Léa Seydoux, que je n'aime pas. J'ai pas trop apprécié mon expérience filmique, j'ai pas trouvé que l'histoire était géniale, j'ai trouvé que la différence d'âge entre les deux protagonistes était malaisante, je n'ai en rien été époustouflée par l'interprétation de Léa Seydoux, mais par contre, les costumes sont sublimissimes. Il y a un travail de costume qui est excellent. Si je vous prends ces exemples, c'est pour vous montrer que le costume ou les effets spéciaux, lorsqu'il y a des idées, peut apporter une énorme plus-value à un film qui pour le reste est utilitaire ou moyen. Et c'est ce qui manque dans ce film Donjons et Dragons. On est sur de l'héroïque fantasy, on est sur du médiéval fantastique, on a des possibilités illimitées visuellement et artistiques qui sont hyper puissantes, notamment au niveau du costume, et ils se contentent du minimum. Là, il y a un travail de costume. Franchement, il est là, il est efficace, il est utilitaire. Mais c'est tout. Et là encore, on n'a pas d'idée. C'est que du déjà vu. C'est triste parce que, en soi, j'ai passé un bon moment, mais le film ne porte pas un pion au schmilblick. Pas un. Il fait pas avancer d'un iota. J'allais dire, il y a rien. Du coup, non, il y a pas rien. Mais par contre, il y a rien de notable, et rien d'exceptionnel, et rien qui ressort. C'est tellement dommage. La musique, c'est pareil. On a une fois de plus le syndrome de la playlist aléatoire Spotify, syndrome terriblement répandu actuellement à Hollywood. On est très inquiet parce que voilà, c'est une maladie qui se répand plus vite que le rhume 27. Au-delà de ça, il y a des petites musiques d'accompagnement un petit peu Ryuk Fantasy. Il n'y a pas un seul thème qui m'a marqué. Je suis même pas certaine qu'ils ont créé un thème pour le film. J'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une musique récurrente qui revenait pour un personnage en particulier ou pour l'univers ou pour donner un côté taverne, etc. Quand je pense à taverne, je pense aux musiques de Skyrim qui sont iconiques. Quand t'entends la musique, boum, univers de Skyrim. Pour le MCU, la musique des Avengers, iconique. Et il y a eu une période, maintenant c'est plus trop le cas parce que le MCU, natation synchronisée dans les sous-sols des tréfonds de l'enfer. J'exagère, hein, ils sont pas en enfer, juste ils sont très profonds, ils cherchent du pétrole. Mais
Au début du MCU, chaque personnage avait son thème. T'entends le thème de Iron Man, tu sais que c'est Iron Man, parce qu'il a une identité musicale. Alors je dis pas qu'ils essayent de faire un univers hyper ambitieux, hyper étendu, mais il y a quand même plein de bons films qui réussissent à donner un thème musical ambitieux et présent qui te permet de donner une identité musicale au film. Alors si quand même il y a un truc en particulier sur lequel je souhaiterais revenir, je suis allée voir volontairement le film en VF. Vous le savez, en général, quand j'ai le choix, je préfère aller voir mes films en version originale parce que j'aime bien entendre la voix originale des personnages, la voix originale des acteurs en fait, sauf peut-être pour des films de doublage Mario quand le doublage est exceptionnel, je vous renvoie à mes vidéos Mario. Mais là, je suis allée volontairement voir le film en VF parce que j'ai appris avant d'aller le voir que le JDG, donc le joueur du grenier, qui est un de mes youtubeurs favoris depuis toujours, enfin depuis que je traîne sur YouTube, c'est-à-dire des millénaires, doublait l'un des personnages dans le film. Alors quand j'ai appris ça, c'est un pote qui me l'a appris, je ne voulais absolument pas savoir qui c'est qui le doublait. Je voulais voir le film et me dire, c'est sûr, après toutes les vidéos du JDG que j'ai vues, je vais trouver qui c'est qui le double. J'ai pas trouvé. Bon, ça veut dire que du coup, ils ont très bien transformé leur voix pour que ce ne soit pas eux qui soient à l'image, mais les personnages. Ce qui est généralement d'ailleurs tout le problème du Star Talent où on a plus la voix de la star qui est derrière le personnage que la voix du personnage en lui-même. Donc en soi, ça veut dire qu'ils ont hyper bien fait leur taf. Mais sinon, du coup, j'ai pu apprécier la VF du film qui est honnêtement très correcte. J'ai pas du tout été choquée à aucun moment. La voix de Chris Pine m'a fait un peu bizarre, mais honnêtement, le doublage VF est très honorable et fait le taf. C'est un point positif. Autre point que je voulais quand même aborder avec vous, et qui est pas complètement négatif mais pas complètement positif non plus, c'est cette idée d'adaptation. Est-ce qu'au final, ce film est une bonne adaptation? Je vous l'ai dit, c'est compliqué d'adapter l'univers de Donjons et Dragons, parce que l'univers de Donjons et Dragons, il a beaucoup évolué, il évolue beaucoup en fonction de l'expérience que tu vas avoir, en fonction des groupes de GDR avec qui tu es. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des rêves qui étaient sympas, notamment la rêve du coffre et la rêve de l'espèce de blob de gelée, qui sont des classiques de l'univers de Donjons et Dragons, mais j'ai quand même regretté qu'ils fassent pas plus de clin d'œil aux joueurs. J'aurais aimé des références au dé, avoir un personnage par exemple qui chaque fois qu'il doit prendre une décision sort un dé, ou alors à un moment où ils sont tous indécis autour de la table sur le plan abordé, il y en a un qui dit ah bah au pire on le tire au dé de 6. Ça aurait été cool d'avoir des petites rêves comme ça à la pratique du joueur, parce qu'ils ont fait des rêves à l'univers et ça je m'en plains pas du tout. Tout le côté humoristique qu'ils ont fait autour du paladin, j'ai trouvé ça beaucoup trop drôle, le côté prétentieux et bling bling des paladins, c'est vraiment l'humour je trouve qui correspond bien au JDR, et d'une manière générale j'ai trouvé que d'ailleurs les blagues étaient légères mais faisaient le taf, et que l'humour était en cohérence avec l'univers qui s'adaptait, donc ça c'est cool. Mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils fassent des références non pas à l'univers du jeu, mais à l'expérience de joueur. Et ça, j'ai trouvé que ça manquait un peu. Donc en soi, je trouve quand même que c'est une adaptation relativement correcte, mais j'aurais apprécié que, en plus de faire des clins d'œil à l'univers lui-même, ils fassent des clins d'œil plus directs aux gens qui connaissent le JDR et qui l'ont pratiqué. Après, peut-être que c'était pas du tout leur cible éditoriale, on va dire, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas tant de joueurs de JDR que ça. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un petit peu dommage, ça leur aurait pas coûté grand-chose quand même de rajouter un personnage qui est obsédé par les dés, ne serait-ce qu'un personnage secondaire. Ça aurait fait un clin d'œil peut-être lourdingue, hein, je dis pas, mais un clin d'œil qui, moi, m'aurait tiré un petit sourire en me disant voilà, ça y est, tire ça au dé, ça y est. Ou alors un petit TGCM, franchement, un petit TGCM. Un petit moment où les personnages disent oh tais-toi, c'est de la magie. Franchement, ça leur coûtait vraiment si cher que ça? Je ne pense pas, et j'aurais apprécié qu'ils rajoutent ça, mais sinon, globalement, je trouve que c'est une adaptation correcte, sans être exceptionnelle de l'univers de Donjons et Dragons. Mais du coup, si je fais le bilan, est-ce que j'ai détesté? Est-ce que j'ai détesté ce film? J'en dis beaucoup de mal dans cette vidéo, parce que je trouve extrêmement difficile d'en parler sans se répéter atrocement en disant que ça fait le taf sans plus. J'ai pas détesté. J'ai pas du tout détesté parce que je vous l'ai dit, j'ai passé un bon moment. C'était sympa, c'était sympatoche, c'était bon enfant, une petite sortie entre potes, vous voyez. C'était honorable, ça faisait le taf. Mais je regrette vraiment que le film ait pas eu plus d'ambition que ça. Du coup, c'est assez limité. En fait, pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai eu un petit sentiment de Gardiens de la Galaxie version médiévale fantastique. C'est pas un mal, j'aime bien les films des Gardiens de la Galaxie. Mais du coup, ça me réfère à des choses que je connais déjà, des expériences cinématographiques que j'ai déjà, qui sont déjà assez qualitatives dans leur style, et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pas cherché à avoir leur propre identité ou leurs propres idées. Ils ont fait le minimum syndical. Ils l'ont bien fait, et c'est déjà très bien de faire le minimum syndical, parce qu'il y a des films qui se disent soi-disant ambitieux et qui ne font même pas le minimum syndical. J'ai nommé Shazam, j'ai nommé Thor 4, mais rien que le fait que pour parler de ce film Donjons et Dragons, j'ai besoin de me référer à des films blockbusters de type super-héroïque qui m'ont pas forcément convaincu ces derniers temps, je trouve ça un petit peu dommage. Donc je suis pas du tout dans la rage, je suis pas non plus à vous le déconseiller. Honnêtement, si vous voulez passer un bon moment sympathique, bonne franquette, franchement, allez-y, l'ambiance est sympa, l'histoire est
pas fifole. Honnêtement, les antagonistes sont pas ouf, les enjeux sont pas transcendants, mais entre les effets spéciaux qui font le taf, l'image qui fait le taf, la musique qui fait le taf, les acteurs qui font le taf, les costumes qui font le taf, ben le taf est fait. Cependant, je regrette atrocement le manque de créativité, le manque d'unicité, le manque d'ambition et le manque de volonté de faire de ce projet un projet qui se démarque. On dirait que eux-mêmes, ils ne voulaient pas que leur film se démarque, ils n'ont pas cherché à ce que leur film se démarque, et c'est vraiment dommage pour un univers aussi classique de la geekerie internationale qu'est Donjons et Dragons. Voilà. Donc, est-ce que je suis contrariée? Peut-être un peu. Est-ce que je suis déçue? Peut-être un peu. Est-ce que j'ai quand même passé un bon moment? Oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai galéré à faire cette vidéo? Je l'espère. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas tout d'abord à me laisser votre avis juste en dessous en commentaire, votre avis sur la vidéo, votre avis sur le film, votre avis sur mon avis, Aviception, ou juste de faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, activez la cloche pour être tenu des futures sorties de vidéos, et n'hésitez pas à me dire si vous validez le costume de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnage. Peut-être du coup Donjons et Dragons le film, vu qu'on passe un moment sympathique, ça peut être un moment sympa à passer entre potes ou en famille. Surtout, prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours, à très vite. Allez. Bustier, c'est pas pratique pour s'asseoir. Elle devait avoir des abdos en béton, ou alors plus du tout d'abdos. Elles étaient uniquement tenues par les baleines de leur bustier, parce que là, c'est pas pratique. On place ça correctement. Les détails sont plus vers le bas, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais enlever ma petite arme. J'ai une arme. Tada! Je crois que je vais vous sortir toutes les armes blanches de mon appartement. Mais j'étais pas du tout inspirée pour faire cette vidéo sur Donjons et Dragons. On va en parler de toute façon, puisque on en a parlé. Voilà. Me mettre dans l'ambiance pourrait aider. Du coup, je me suis habillée comme je m'habillerais si on m'invitait à faire une partie de JDR. Voilà, ça donnerait ça. Ça donnerait ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce qu'il y a la chaise. Voilà. Enfin, ça c'est avec ce que j'avais à la maison. C'est que des trucs de d'autres cosplays, ça vient de mon cosplay d'Arya, ça c'est ma mini grand griffe de Game of Thrones. Ça c'est un truc que j'avais chez moi, que j'ai jamais apporté encore parce qu'il grince. Ça c'est ma petite manchette, c'est une manchette d'homme, j'ai dû la raccourcir. Bref, un bustier en cuir, que des trucs que j'ai indépendamment, mais mélangés. Je trouve que ça rend bien. Elle est très jolie, c'est un coupe-papier. Mais c'est un coupe-papier Game of Thrones. J'étais pas inspirée pour faire cette vidéo. J'ai commencé 3 fois. J'ai déjà fait 3 tentatives pour la filmer et expliciter mon avis. Je sais pas si vous savez, mais moi je scripte pas mes vidéos, je lis pas un prompteur ou quoi. En fait, j'étais pas du tout, à chaque fois, vous savez, j'ai un plan qui fonctionne quasiment avec toutes mes vidéos pour bien décortiquer le film morceau par morceau. Et en fait, là, ne marchait pas. Ça ne voulait pas fonctionner, c'était super chiant. C'est ma 4e tentative. Et cette fois-ci, c'est une tentative costumée pour voir si ça marche mieux. Voilà, on sait jamais. En plus, j'avais hyper envie de vous faire cette vidéo et en soi, j'ai des trucs à dire dessus, c'est juste que... panne créative, je sais pas comment vous dire ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai même mis un message sur Twitter pour ça, si des gens pouvaient m'aider. Bref, je vous raconte ma vie, ce qui n'est pas très intéressant, donc on va passer directement au vif du sujet. J'ai envie de vous parler du film, mais je bloque sur comment vous parler du film. Je sais pas si ça fait clair, si c'est clair pour vous, en tout cas c'est clair pour moi. Allez, on est parti. Je vais devoir enlever ça. C'est ça qui fait du bruit. J'adore. Pour incarner nos différents aventuriers, on retrouve au gars... Bordel. À très vite. Ouais, voilà, c'était prévu, c'est difficile de parler de ce film. Et en plus, j'ai le sac qui grince, donc je pouvais pas trop bouger ma main. Mais c'est quand même joli. Bon, on voit que c'est pas... Il faudrait que je le scinde, mais vu que c'est du plastique... Enfin, faudrait que je l'use un peu pour que ça fasse plus joli. Mais vu que c'est du plastique, bon, ça brille. Par contre, la manchette, je la trouve vraiment cool. L'ensemble des deux... Attendez, je vous montre. Le des deux rend plutôt bien, je trouve. En fait, je brille beaucoup. Il faudrait que juste ce costume, on voit que je suis une combattante de maison. On voit que je suis une combattante qui reste beaucoup chez elle. Voilà. Avec une petite arme blanche, c'est toujours mieux. Grand griffe, regarde. Voilà. Bon, et ben écoutez, du coup on suit pas le plan habituel, au final si. Non, j'espère que ça vous plaira quand même, vraiment.
En plus je sais que certaines personnes ont absolument adoré et ont passé vraiment un bon moment, mais c'est le côté un petit peu Gardien de la Galaxie sympatoche je pense, et je sais qu'il y a des gens qui ont absolument détesté du coup à cause du manque de créativité, et moi j'étais dans cette espèce de fesse entre deux chaises où je savais pas, il y a pas grand chose à dire, mais à la fois j'ai pas passé une expérience horrible, donc bon, écoutez. J'espère que mon propos sera allé jusqu'à vous. C'est vraiment la première fois que je galère autant. J'ai vraiment eu un creux créatif. Je pense que c'est à cause du film. Le film m'a contaminée. Écoutez, merci d'avoir regardé cette pause générique. Ah, attendez, j'ai un truc à vous montrer. J'avais pensé à mettre ça aussi. Je le ferai pour un autre truc. C'est très ambiance... Reine du désert. Enfin, genre... Mais avec les lunettes, en fait, ça fait pas beau, je trouve. Mais voilà. Allez, je vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé cette pause générique.